Course contre la montre à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Les inscriptions s'achèvent demain, vendredi 29 août, et les retardataires se bousculent à la scolarité centrale. Dans cette édition, les conseils pour bien choisir le prénom de votre enfant, sans oublier bien sûr que cette décision reste la vôtre et que le choix du prénom vous plaise. Enfin, la 22e conférence des ambassadeurs à Paris, le président François Hollande fixe les grandes lignes de sa diplomatie. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre ce soir. J-1 pour la fin des inscriptions à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Les étudiants retardataires profitent de ces derniers instants pour être en règle. Bousculade, précipitation, cris et panique. La scolarité centrale de l'université de Cocody est bondée de monde. Le personnel en charge des inscriptions ne sait pas où donner de la tête. Les détails dans ce reportage. Ils n'ont que 2 jours pour s'inscrire et demeurer dans l'effectif de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ces étudiants retardataires ont pris d'assaut les différents guichets pour les inscriptions de l'année académique 2013-2014. Bousculade, impatience à la scolarité centrale. Les étudiants remplissent les formalités d'inscription ce jeudi 28 août, veille de la date butoir. Étant en voyage, c'est, disons, ce dimanche, pendant le journal télévisé, que j'apprends que le dernier délai des inscriptions, c'est ce vendredi 29. Voilà, donc je suis là pour essayer de finaliser mon inscription. J'ai payé mon inscription à la banque il y a maintenant 3 semaines de cela. Maintenant, ce qui me reste, c'est la finalisation. Et c'est ce qui cause problème. Vous voyez cette foule qui est là. Je me réjouis parce que voilà, là, je viens de finir le processus et j'ai maintenant ma carte d'étudiant. Je suis donc dans le fichier de l'université Félix Houphouët-Boigny. Je suis vraiment très heureux. Plusieurs moyens sont déployés par les responsables de l'université pour accueillir le maximum d'étudiants. Un amphi est même transformé pour la circonstance. Nous savons que les étudiants viendraient, donc il fallait accroître notre capacité d'accueil et de production des cartes. Les moyens ont été à la hauteur de l'attente et nous pouvons dire que les résultats escomptés sont là. Il nous restait 17 000 étudiants à pêcher. En ce moment, nous en sommes, pour les inscrits, à peu près à 8 000. Il reste donc 9 000 à pêcher. Je répète avec force, au soir du vendredi 29 août 2014, ceux qui ne se seront pas inscrits ne feront pas partie de notre effectif. Les inscriptions à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ont démarré le 8 janvier 2014. Elles concernent tous les étudiants de la première année au doctorat de l'année académique 2013-2014. Constat fait par Grace Kando et Konaté Moussa. Eux également seront de futurs étudiants qui, on l'espère, ne vont pas ajourner leurs inscriptions. Les bébés portent souvent des prénoms classiques, d'autres des prénoms rares. Les parents s'inspirant d'un personnage religieux, du calendrier grégorien, d'un personnage de film ou encore parce qu'ils ont tout simplement de la reconnaissance pour quelqu'un. Toutefois, ces prénoms ne satisfont pas tout le monde, comme vous allez le voir dans ce reportage de Laetitia Manglé. Maniari, qui signifie femme au grand cœur, Yua, femme sage, Ajar, femme vertueuse, ou encore Pargasoro, esprit positif. Des prénoms typiquement ivoiriens. De sonorités rares et pourtant pleins de sens, ces prénoms ne font pas toujours la fierté de ceux qui les portent. Mon prénom ne me plaît pas. Lequel? Aja. J'aime pas ce nom, ça fait vieux. C'est le nom Yua. C'est un nom en hébreu et puis c'est porté souvent par les vieilles femmes. Donc je n'aime pas. J'aurais bien voulu m'appeler Yasmine. Et même ceux qui ont échappé au port d'un prénom africain ne se réjouissent pas tous du prénom occidental choisi à dessein par leurs parents. Marie-Joseph, René, Charles-Antoine, des prénoms dont on aurait pu se passer, disent-ils. René. Souvent on me dit que c'est un prénom de vieux, qu'il est en se moque de moi, qu'il est trop petit pour ce prénom. C'est la composition Marie-Joseph là qui ne me plaît pas, quoi. C'est blanc, c'est blanc. Moi je suis Begreniba Maya, je préfère plutôt ça. Charles-Antoine, si je devrais le changer, je prendrais plutôt un autre prénom. Lequel? Un prénom local. Comment donc choisir le prénom de son enfant de sorte que chacune des parties trouve satisfaction? J'ai été un peu influencée par les parents. Il y a François Emmanuel
et puis Charbel Emmanuel. La dernière, c'est Victoire Emmanuel. À ceux qui, malheureusement, j'allais dire, portent des noms qui aujourd'hui leur portent préjudice, je leur demande de chercher à faire le deuil. Il y a des personnes autour de nous, ça peut être des amis, mais ça peut être aussi des professionnels, des psychologues, des psychiatres qui peuvent vous accompagner dans un processus de deuil au point de pouvoir minimiser, j'allais dire, la signification de ces noms. Les prénoms, des appellations que l'on ne choisit pas, mais qui sont attribuées dès la naissance. Reste à chacun de les accepter et de les valoriser pour dépasser tout complexe. Un reportage de Laetitia Manglé et Vendée qui, on l'espère, est satisfaite par son prénom. La 22e conférence des ambassadeurs à Paris, le président français François Hollande fixe les grandes lignes de sa diplomatie, une feuille de route qui porte notamment sur la conférence internationale sur la sécurité en Irak et la lutte contre l'État islamique. L'érosion côtière. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable et le Programme des Nations Unies pour le développement veulent y apporter une réponse. La Côte d'Ivoire, signataire de la Convention de Rio relative à la lutte contre l'érosion, va renforcer son système de gestion environnementale pour le développement de la zone côtière. L'atelier organisé par le ministère de l'Environnement vise à mettre en place une équipe d'agents chargée de diffuser l'information environnementale. La Côte d'Ivoire dispose d'un littoral côtier d'environ 522 km et face au changement climatique, il y a des menaces qui pèsent fortement sur ce littoral. Et pour faire face à ces impacts, il est clair que nous devons disposer des informations agrégées en vue de mieux répondre à la lutte contre l'érosion côtière. Renforcement du système de gestion de l'information environnementale, création de sites pilotes, Port-Boué, Grand Bassam, Grand Laou et San Pedro constituent les 2 points essentiels de ce projet contre l'érosion côtière en Côte d'Ivoire. Vous l'avez sûrement rectifié, il s'agit plutôt de la réunion des experts et représentants de ministères impliqués dans la gestion de l'environnement en Côte d'Ivoire. À Paris, donc, le président français François Hollande fixe les grandes lignes de sa diplomatie, une feuille de route qui porte notamment sur la conférence internationale sur la sécurité en Irak et la lutte contre l'État islamique. C'est un exercice annuel, la conférence du président français aux ambassadeurs. François Hollande a évoqué un contexte international d'une extrême gravité. Premier point abordé, l'État islamique et les atrocités commises en Irak et en Syrie. La communauté internationale doit préparer une réponse humanitaire et militaire sans Damas. Bachar al-Assad ne peut pas être un partenaire de la lutte contre le terrorisme. C'est l'allié objectif des djihadistes. Et il n'y a pas de choix possible entre deux barbaries. Toujours pour lutter contre le terrorisme au Proche-Orient, François Hollande réclame à l'ONU un soutien exceptionnel pour rétablir l'État libyen. Sur le conflit israélo-palestinien, c'est cette fois l'Europe que sollicite le chef de l'État français. Elle doit s'impliquer davantage dans la recherche d'une solution et ne pas laisser les États-Unis agir seuls. François Hollande a souvent été accusé de faire cavalier seul, mais l'ampleur des crises actuelles le pousse au changement. L'Union européenne ne peut pas tout attendre d'un ou de deux États membres, je dirais essentiellement d'un, c'est-à-dire la France, pour assurer l'essentiel de l'engagement budgétaire et humain au bénéfice de la sécurité de tous. En plein cœur de l'Europe, l'Ukraine préoccupe également François Hollande. Il a évoqué la crise la plus grave depuis la fin de la guerre froide. L'épreuve d'une présence militaire russe sur le territoire ukrainien s'amoncelle. La Russie doit contrôler effectivement sa frontière et en terminer avec les transferts d'armes et de matériel. Et bien sûr, s'il était avéré que des soldats russes sont présents sur le sol ukrainien, ce serait intolérable et inacceptable. Ne soyons pas des somnambules, restons vigilants, a conclu le président français, après une heure passée à démontrer que la France restait bien présente sur tous les fronts.
Sommet d'urgence des Nations Unies sur la crise ukrainienne. Le Conseil de sécurité se réunit aujourd'hui après des informations selon lesquelles des troupes russes seraient entrées en Ukraine. Le président turc investi aujourd'hui, Recep Erdogan, a prêté serment lors d'une réunion au Parlement, événement entaché par un incendie. Par un incident, les députés du principal parti d'opposition ont quitté l'Assemblée. Recep Tayyip Erdogan est désormais officiellement pour 5 ans le nouveau président turc. Mais lors de la cérémonie d'investiture, les députés du principal parti d'opposition ont quitté le Parlement pour signifier leur colère. Car largement élu dès le premier tour de la présidentielle, cet islamo-conservateur entend prolonger le règne sans partage qu'il exerçait depuis 2003 en tant que Premier ministre. Et pour s'assurer les coups des franches, il a choisi un fidèle, Ahmet Davutoglu, pour lui succéder à la tête du parti au pouvoir et du gouvernement qu'il devrait former dans les prochaines 24 heures. L'Afghanistan n'aura pas de nouveau président à temps pour le sommet de l'OTAN en septembre prochain. La raison, l'investiture du chef de l'État afghan prévue dans moins d'une semaine a été reportée après le 10 septembre afin de compléter l'audit du second tour de la présidentielle du 14 juin dernier. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, Hervé Renard, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, publie aujourd'hui sa liste pour les 2 prochaines rencontres des éléphants. 26 joueurs retenus, cependant pas de Kolo Touré ni de Didier Zokora. La Côte d'Ivoire va rencontrer la Sierra Leone le 6 septembre et le Cameroun le 10 septembre prochain. Et on ne saurait parler de sport sans évoquer un problème qui le mine. Il s'agit du dopage. Quelques sportifs célèbres, dont l'athlète canadien Ben Johnson, avaient ingurgité des substances prohibées pour augmenter leur performance. Eh bien, pour lutter contre ce fléau, un séminaire d'information et de formation des médecins du sport se tient à Abidjan. 10 pays membres de l'organisation régionale antidopage participent aux travaux. Les explications de Sébastien Ouignan. Le dopage chez les sportifs est un véritable souci. Pour le combattre, l'UNESCO a mis en place l'organisation régionale antidopage dans la zone 2 et 3. Ce séminaire ouvert à Abidjan, selon le professeur Constant Antoine Roux, président de l'ORAD, doit informer et former les médecins CNO et équipes nationales sur la lutte antidopage. À leur tour, ils doivent jouer le rôle d'éducateurs auprès du public, des médias et des procès d'éducation physique. Il nous faut nécessairement aller dans toutes les écoles d'habitation, expliquer aux jeunes, attention, faites attention au dopage. Parce que c'est notre rôle, chacun a son côté d'éducation, nous sommes habilités à le faire et il y a urgence. Et les présidents des fédérations doivent prendre conscience que ce n'est pas de la plaisanterie parce que c'est la protection de la santé de leurs athlètes, c'est la protection de la santé de leur discipline sportive et puis pour nous c'est la protection de la santé de notre jeunesse et de notre population. Rappelons que le dopage est l'utilisation des substances ou procédés interdits qui modifient la performance des athlètes, donc la tricherie. Voilà, très bonne suite des programmes sur RTI2.